Hello hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Cette saison, les top 5 changent de cap. Une fois par mois, on met les voyages entre parenthèses et on va parler parentalité et éducation avec des invités au top. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une journée essentielle pour sensibiliser chacun d'entre nous à cette réalité qui touche de trop nombreux enfants. Car oui, le harcèlement scolaire a de lourdes conséquences sur le bien-être et le développement de nos enfants. Une récente étude a révélé des chiffres alarmants. Plus de 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens affirment être victimes de harcèlement. Ces statistiques sont un véritable cri d'alarme. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialiste de l'école de Palo Alto et reconnue pour son expertise dans le domaine de la souffrance scolaire. Fondatrice des centres Chagrin Scolaire, elle accompagne chaque année de nombreux enfants et adolescents en difficulté. Elle est également l'autrice de nombreux ouvrages, dont le célèbre Te laisse pas faire que j'ai lu il y a quelques années. Ce livre nous rappelle les codes de la cour de récré et nous explique comment aider notre enfant à se défendre par lui-même en décrivant de nombreuses situations. Que faire si votre enfant vous annonce qu'il est harcelé ? Pourquoi vouloir intervenir et décider de tout ce qu'il faut faire sans l'accord de son enfant et tout, sauf une bonne idée ? Pourquoi les bons sentiments ne constituent pas une solution de lutte contre le harcèlement ? Autant de questions auxquelles Emmanuelle va répondre dans cet épisode. Allez, c'est parti pour le top 5 des conseils d'Emmanuelle Piquet en cas de harcèlement scolaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Fort bien, fort bien. Je vous l'ai dit quand on s'est parlé la première fois, je vous ai découverte avec un livre qui s'appelle Te laisse pas faire, que je vois derrière vous. Et cette question du harcèlement scolaire est vraiment un sujet qui me fait froid dans le dos et tout ce que j'ai pu écouter ou lire venant de vous m'a donné très envie de vous contacter pour avoir encore des conseils de votre part sur ce sujet-là. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que vous faites et qui vous êtes ? Oui, alors donc je suis Emmanuelle Piquet, je suis thérapeute, c'est mon métier en fait. Mmh. Je reçois des gens qui souffrent et qui me font l'honneur de leur confiance pour que je les aide au fond à apaiser leur souffrance. Et j'ai avec mon équipe, on est une trentaine maintenant, une spécialité en fait dans les souffrances en milieu scolaire, enfin dans l'apaisement plutôt des souffrances en milieu scolaire, et notamment en effet tout ce qui est relationnel entre pairs, un PIRS. J'ai pas mal écrit aussi sur ce sujet, pas que sur ce sujet, puisqu'en fait moi vraiment ma passion c'est un modèle de pensée qui s'appelle l'école de Palo Alto et qui est celui sur lequel je m'appuie en fait en clinique. Donc j'ai écrit également un certain nombre de livres sur ce sujet. Et puis je suis aussi une superviseuse, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être beaucoup en supervision en fait avec pas mal de psy de tous horizons qui viennent d'un peu partout. Donc ça me donne une position un peu méta sur un certain nombre de sujets, ce qui me permet de modéliser. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Oui, d'ailleurs, vous venez de sortir un nouveau livre, alors qui n'est pas sur le harcèlement scolaire, mais qui peut aussi intéresser, les parents que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est le petit dernier. Oui, donc en fait, il s'appelle Comment rater son couple à coup sûr. C'est en fait un clin d'œil à Paul Václavic, qui est un des penseurs de l'école de Palo Alto, qui avait écrit par exemple Comment réussir à échouer ou Faites vous-même votre malheur. Donc c'est vraiment cette idée-là, cette espèce de paradoxe. Et dans ce livre, en fait, j'explore, en m'appuyant sur des vignettes cliniques, j'explore en tout cas toutes les façons très créatives qu'ont les couples pour être sûr de souffrir intensément et durablement. Voilà, je pense que ça peut en intéresser certains aussi. Et pour reboucler avec le voyage, puisqu'on est quand même sur un podcast de voyage, est-ce que vous pouvez nous expliquer la voyageuse que vous êtes, en famille? Alors moi, je suis une voyageuse gastronome, vraiment sans aucune Ah! espèce de doute. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller découvrir la façon dont les gens se nourrissent, la façon dont ils boivent, la façon dont ils créent leurs recettes, quelles sont les épices, quels sont oui, les produits tout simplement et la façon dont on les cuisine. Et vraiment, moi, mon regard va énormément sur tout ce qui est restauration en fait, chaque fois que je me déplace. Donc, je suis pas sûre que ce soit très noble par rapport à d'autres voyageurs beaucoup plus spirituels, mais moi, je suis comme ça. Je suis une voyageuse gastronome.
Ah mais moi j'adore, c'est toutes mes conversations à un moment donné tournent autour de la gastronomie du pays ou de l'endroit où on est. C'est hyper important. Bon, eh bien passons, à vos conseils, à vos 5 conseils, en cas de harcèlement, d'un de nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment on peut, accompagner, notre enfant dans ce moment pas très rigolo? Alors déjà, un premier point, je trouve qui est important, c'est, lorsque on a dans son cœur de maman ou dans son cœur de papa la certitude quasi, en tout cas une sensation très forte, que c'est difficile pour notre enfant, au niveau, interactionnel avec les gens de son âge quoi, et de l'établissement dans lequel il est par exemple, mais qu'il, nous répond, assez invariablement, «T'inquiète, je gère». Alors même qu'on sent quand même qu'il y a des changements de comportement et qui sont souvent les signaux faibles, hein, de quelque chose qui éventuellement le fait souffrir. Je crois que quelque chose de très important, c'est de pouvoir dire à son enfant, moi j'ai l'impression que c'est dur pour toi. Je comprends que tu ne m'en parles pas parce que les adultes font souvent des choses, voilà, par amour, par inquiétude, voilà, par bienveillance, font des choses souvent extrêmement improductives, voire aggravantes sur cette thématique. Donc je comprends que tu ne m'en parles pas, mais sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Ça, c'est un conseil pour moi qui est vraiment le conseil, le plus important parce que, en fait, institutionnellement, même si ça change un tout petit peu, mais enfin ça reste quand même, pour moi, largement insuffisant. Institutionnellement, on est vraiment dans le mépris de l'enfant harcelé et de ses compétences. C'est-à-dire que, en gros, le message qui est envoyé par l'institution depuis, longtemps maintenant, hein, c'est en substance: «Parle à un adulte qui fera les choses à ta place parce que toi, tu es absolument incompétent en la matière, tu aucune compétence». Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise quelque chose, nous, la communauté adulte, c'est que les enfants sont à peu près 1000 fois plus compétents que nous, les enfants harcelés notamment, en matière de harcèlement, parce qu'ils sont très observateurs, par définition, hein, ne serait-ce que pour se protéger, ils sont hyper aux aguets, parce que ils connaissent les enjeux, bien entendu, ils connaissent les codes, ils connaissent les objectifs de chacun, et donc ne pas les écouter est de mon point de vue non seulement très méprisant, donc ça aggrave le mal-être de l'enfant harcelé, mais en plus très peu opérationnel parce que le problème qu'on a nous adultes, c'est qu'on regarde cette matière, la matière du harcèlement en milieu scolaire, avec nos lunettes de myope, enfin ou sans lunettes même, enfin bref, on voit rien, quoi. On voit pas les choses, on voit pas les choses. Et en fait, moi, quand je forme des étudiants à la lutte contre le harcèlement, je leur dis, la première chose, c'est de se mettre à côté de l'enfant, accroupi à côté de l'enfant. Il faut être en plongée sous-marine avec lui pour comprendre exactement ce qui se passe de son point de vue à lui. Donc, premier conseil déjà, ne rien faire avec lequel l'enfant n'est pas d'accord. Et c'est très rare, hein, parce que la plupart du temps, les adultes disent non, non, mais je vais faire ce que je pense moi, parce que moi, ta mère, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire, ce qui est faux en réalité. Et sans doute avec, tout l'amour, qu'une mère, a pour son enfant, donc elle ne pense pas mal faire. Elle dit juste: «Je vais prendre le sujet», elle se dit juste: «Je vais prendre le sujet et je vais gérer à ta place». Exactement. Mmh. Et parfois en faisant des choses tout à fait logiques en plus, hein, de son point de vue, comme, aller parler aux harceleurs, aller parler aux parents des harceleurs, aller alerter, évidemment les gens de l'établissement, enfin faire toutes sortes de choses comme ça. Et puis parfois ça marche, bien entendu. Mmh. Mais il y a un grand nombre de cas où au fond, et notamment si l'enfant n'est pas d'accord avec ça, où ça aggrave en fait d'une certaine manière puisque heu, ç ça ne prend pas en considération le fait que, il a à la fois une volonté et à la fois, des compétences, et donc on le nie un peu plus, alors que le harcèlement, c'est déjà en soi, une négation de son être. Bon, allez, deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil qui est un peu lié, mais je trouve que c'est vraiment hyper important de le redire, c'est, vraiment que ce qui est difficile en tant que parent, dans cette situation, c'est à la fois de considérer son enfant comme en effet une victime, parce que c'est vrai. Ce sont des enfants victimes, de choses tout à fait, abominables vraiment, dans un certain nombre de cas, et à la fois de le considérer comme étant porteur de compétences. Et je pense qu'il faut avoir cette double capacité, et c'est très dur quand on est soi-même très saisi émotionnellement, hein, comme vous le disiez, mais je crois vraiment qu'il faut à la fois accueillir de façon, extrêmement,
affectueuse son émotion, sa tristesse, sa peur, soi-même aussi ne pas nier la propre émotion qui est la nôtre, hein, parce que parfois il y a des mamans qui se disent il faut pas que je pleure parce que je vais encore plus le rendre triste. Pas du tout. Il faut dire ça me rend ultra triste. Je trouve ça ignoble. Je ne comprends pas comment ils ne peuvent pas voir, enfin ils peuvent ne pas voir l'être magnifique que tu es, les qualités incroyables qui sont les tiennes. Je ne comprends pas ça. Voilà. Et donc je peux te faire un câlin, mon ange, parce que vraiment c'est hyper dur. Et en même temps dire, voilà, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour que, en effet, on réussisse à faire changer l'inconfort de côté, c'est-à-dire, et en l'occurrence la souffrance de côté, en tout cas de transformer la souffrance qui est la tienne en un inconfort du côté du harceleur, parce que c'est bien ça l'idée. Au fond, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que le carburant du harcèlement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. C'est parce que l'enfant harceleur perçoit une souffrance intense, en tout cas au fur et à mesure du continuum, chez l'enfant harcelé, que ça lui donne le signal qu'il a tout gagné en fait. Et c'est paradoxal et c'est un impensé institutionnel parce qu'on aime bien penser que les enfants sont tous gentils, mais en fait absolument pas. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en effet, les enfants harceleurs, ils harcèlent non pas parce que ce sont des psychopathes ou des enfants de psychopathes, mais ils harcèlent parce que ça les sécurise en fait. Ouais. C'est une génération extrêmement inquiète, quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ce double mouvement. C'est à la fois j'accueille et à la fois je me mets à côté de toi pour voir comment est-ce qu'on peut faire changer l'inconfort de côté. Ouais, pour, réfléchir ensemble, aux meilleures solutions et comme vous le disiez dans le premier conseil, ne surtout pas, aller à l'encontre de ce que l'enfant, lui, a envie ou se sent capable de faire. Absolument. Bien, troisième conseil alors? Troisième conseil, on en a un peu parlé juste avant, mais je pense que c'est vraiment d'avoir toujours en tête que d'une certaine manière, lorsqu'on est dans une relation, quelle qu'elle soit, donc par exemple, toutes les 2 nous avons une relation, voilà, et donc vous avez un impact sur cette relation parce que c'est comme si vous teniez le fil de notre relation par un bout. Moi, j'ai un impact sur cette relation, de la même façon. Si tout à coup quelqu'un intervient dans cette relation en disant, voilà: «Il faut que ça soit différent, cette relation elle va pas bien» et cetera, ça ne marche pas, ça n'a qu'un impact, exactement contraire à celui que veut cette troisième personne, en fait. Je crois que c'est hyper important de bien avoir en tête que on a toujours un impact sur les relations qu'on tient par un bout, mais on n'a pas d'impact sur les relations qu'ont les autres avec les autres, sauf si précisément ils nous demandent en effet de les aider, de les conseiller, mais c'est pas nous qui devons décider de comment doit être la relation. Et une des caractéristiques des parents modernes pour lesquels j'ai la plus grande désaffection, c'est que ils sont vraiment très interventionnistes dans les relations de leurs enfants, en fait. Ça devient un peu une matière supplémentaire, hein, comme l'histoire géo ou les maths. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui est observé très guetté de la part des parents, qui est: est-ce que mon enfant a les bonnes compétences sociales? Et du coup, ça fait des parents qui très vite se mettent un peu dans cette relation qui est pas la leur, qui est celle de leur enfant avec les autres. Et de mon point de vue, sans le vouloir, en voulant exactement l'inverse, ce sont des parents très affectueux, comme on le disait, vont créer des nœuds en fait dans ces relations-là. Donc ça, je pense que c'est une métaphore, enfin c'est un conseil sous forme de métaphore qui peut être extrêmement intéressant, notamment pour les mamans, parce que le fait d'aller intervenir dans des relations qui sont pas les nôtres, c'est très genré. Je suis désolée de le dire, mon côté féministe est très embêté de dire ça, mais c'est une réalité. Les mamans, les femmes vont beaucoup dans des relations sur lesquelles on ne leur demande pas d'intervenir pour mettre leur grain de sel, on ne sait pas pourquoi, et ce faisant, de mon point de vue, elles aggravent les situations. Oui, ça va sans doute aussi, avec ce qu'on disait au tout début, on s'intéresse, aux relations de nos enfants, on veut que ça se passe bien, on veut qu'il ait des amis et mais c'est pas à nous de faire ça, en fait. C'est pas notre rôle. Non, ça dépend pas de nous malheureusement. On aimerait bien que ça dépende de nous, mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Pas toujours facile, mais d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, sans être harcelé, on peut considérer, à tort ou à raison, que, certaines relations ne sont pas bonnes à avoir ou à développer. Là non plus, on n'intervient pas? Ça, c'est vraiment la spécialité des mamans, Mais oui, je sais. avec cette idée que, son enfant est dans une relation toxique, hein, vraiment c'est ça l'idée, tout souvent que j'entends en cabinet. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que et d'ailleurs, même à un âge vraiment très, très petit, hein, des 4-5 ans où déjà des mamans s'inquiètent, ce qui est fascinant. Je veux dire, Ah oui, quand même.
Ah oui, oui, de 4 ans est toxique, c'est très étonnant. Mais vraiment, elles le ressentent comme ça, hein, c'est pas du tout une construction, c'est vraiment, émotionnel. Et je leur fais constater et elles le sentent bien que en fait, précisément même à cet âge-là, plus elles interviennent en disant: «Je pense que ce serait mieux que tu ne sois pas avec Violette», plus il y a une espèce de syndrome Roméo et Juliette qui se crée en fait entre cette personne toxique et leur enfant. Et donc ça crée vraiment un malaise très fort chez la maman parce qu'à la fois, elle voit son enfant, arriver en étant ultra triste parce que maltraité par, la personne toxique de 4 ans et demi et à la fois, la voyant ne pas être capable de sortir de cette relation et au fond, moi, je leur dis souvent, je leur dis: «C'est étonnant cette capacité qu'on a à expliquer aux enfants ce qu'est une relation saine, une relation, authentique, une relation positive». Alors même que, pardon, mais dans plein de thérapies de couple, il y a en effet des gens qui se contentent de relations très ambivalentes où parfois, on est malheureux et puis parfois on est heureux et puis voilà et au fond, c'est à chacun d'en décider. Même à 4 ans, je suis désolée. Pas parce que c'est une règle, mais parce que ça marche pas de faire autrement, tout simplement. Mmh. Fermeture de la parenthèse. Allez, on passe au quatrième conseil. Alors, le quatrième conseil, c'est, vraiment de ne pas croire que, les bons sentiments constituent une solution, de lutte contre le harcèlement. Alors ça, c'est difficile, vraiment, à appréhender, mais je vous raconte une histoire pour être le plus clair possible. Donc, je reçois un petit garçon qui s'appelle Ernest, qui est en CM1 et Ernest me dit: «Voilà, j'en ai marre parce que dans ma classe, il y a un garçon qui s'appelle César et il veut pas que je joue, en fait». Donc c'est-à-dire que chaque fois que je vais demander l'autorisation à jouer, donc je dis: «César, est-ce que je peux jouer?» Il dit: «Non, c'est non, tu peux pas jouer». Bon, donc il me dit: «Donc c'est horrible parce que du coup, je passe toutes mes récrés tout seul», ce qui est quand même pas une vie pour un enfant de cet âge-là. Et donc, je lui demande ce qu'il a fait puisque moi voilà, comme je vous le disais, j'ai besoin de comprendre ce qu'il a déjà mis en place. Surtout parce que souvent, je vais lui faire l'inverse de ce qu'il a fait. Donc, il me dit que il en a pas parlé à sa maman parce qu'elle a déjà trop de soucis comme ça. C'est vraiment une phrase qui revient souvent, ça, chez les enfants de cette génération. Mais qu'il en a parlé à sa maîtresse qu'il adore et la maîtresse lui a dit: «Écoute, Ernest, ça tombe ultra bien parce que on a été choisi dans notre école pour mettre en place un dispositif, voilà, de l'éducation nationale. Il y a un monsieur très, très important qui va venir l'inaugurer la semaine prochaine et ce dispositif, donc qui présente le grand intérêt d'être très peu coûteux puisque c'est un banc, en fait, donc un banc en bois la plupart du temps, qui va donc être peint par les CM2, soit avec des fleurettes, des pâquerettes, des coccinelles et des aqualicornes. Donc très joli, très multicolore, et cetera. On va écrire dessus banc de l'amitié. Et donc, comme le monsieur l'indique à toute l'école, il dit voilà, si vous n'avez pas d'amis, si vous faites partie de ces enfants qui n'ont pas d'amis, qui sont tout seuls, avec qui personne ne veut jamais jouer, alors vous vous asseyez sur ce banc et comme ça, tout le monde le saura et ainsi, les copains viendront jouer avec vous. Mmh. J'ai un petit doute quand même. Oui, bah, c'est-à-dire que la question, c'est quand même dans quel cerveau est née cette idée, étrange, hein, mais donc C'est ça. il est parfaitement validé et c'est là que je vous dis qu'on a un regard myope, en fait. C'est-à-dire que mais un regard, encore une fois, empli de bienveillance et de parce que je vois bien le la bienveillance qu'il y a derrière cette idée, hein. Mmh mh. Je trouve qu'Ernest, qui fait vraiment qui a une grande confiance dans sa maîtresse, va s'asseoir sur ce banc pendant la récré et il me dit: «Bah, je me suis assis 5 fois de suite sur le banc, à 5 récrés successives et en fait, jamais personne n'est venu». Alors, et il a cette formule délicieuse, il me dit: «Je pense que c'est pas le banc de l'amitié, en fait, je pense que c'est le banc d'Ernest» et je dis: «Oui, mon amour, c'est exactement ça, c'est le banc d'Ernest, donc on va dégager de ce banc parce que ça va pas du tout». Alors et donc premièrement, tu vas, d'abord bien intégrer quelque chose d'hyper important, c'est qu'en fait, la cour d'école, c'est une démocratie, c'est pas un système, autoritaire, c'est pas une dictature et donc ça veut dire que tu n'as aucune autorisation à demander à personne de ton âge, en fait. Voilà, ça c'est clair et net. Ça veut donc dire que dès cet après-midi, je te propose de rentrer dans le jeu, en fait, sans demander à quiconque et certainement pas à César. Donc évidemment, César va te dire: «Non mais Ernest, qu'est-ce que tu fais?» Et là, je t'invite à le regarder droit dans les yeux et à dire assez fortement pour que tout le monde entende: «C'est parce que tu t'appelles César que tu t'es pris pour un empereur?» Alors, présente l'inconvénient de ne fonctionner que si l'autre enfant s'appelle César, mais ça marche aussi avec Vladimir, je me suis dit. Enfin bref, ça marche avec d'autres prénoms. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que Ernest est vraiment extrêmement satisfait de savoir quoi répondre, hein, de savoir comment faire changer en effet l'inconfort de côté. Donc il est très excité et donc je demande à sa maman de l'entraîner comme je demande à tous les parents. Et puis 15 jours plus tard, j'ouvre la porte de ma salle d'attente et là, moi très souvent, ça c'est un des plus beaux moments dans ma vie professionnelle, c'est que je les vois totalement, déployés en fait, transfigurés, enfin je sais pas comment dire. Je veux dire, je ne les reconnaîtrais pas dans la rue et là, Ernest, je sens un truc mitigé donc j'ai pas mon intuition n'est pas exactement, très positive. Bon, donc je le fais venir dans mon cabinet, je lui dis: «Ça va Ernest?» Il me dit: «Bof», il est pas très content. Je dis: «Qu'est-ce qu'il y a Ernest?» Il me dit: «Bah, j'ai pas pu le dire». Et je lui dis: «Mais qu'est-ce qui fait que tu as pas pu le dire?»
Ernest, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit: «Ben, il m'a laissé jouer». Alors je lui dis: «Ah mince, alors du coup tu pas pu?» Il me dit: «Bah non, j'ai pas pu, pourtant je m'étais super entraînée avec maman, franchement c'est abusé et tout ça». Je lui dis: «Ouais, non, c'est pas chouette». Et il me dit: «Non, je ne te félicite pas». Je lui dis: «Mais je suis vraiment désolée Ernest». Et donc ça, c'est la deuxième, je trouve la deuxième chose très intéressante et qui peut aussi prendre une forme de conseil, c'est que je crois que nous, quand on les outille, quand on leur donne des façons de résister en fait, hein, puisque notre proposition c'est de résister en fait, hein, au harcèlement, plutôt que de le subir, qui la plupart du temps, quand on le subit, aggrave en fait, hein, l'effet de harcèlement. Eh bien, au fond, la stratégie, c'est que la cerise sur le gâteau. Nous, ce qu'on sait obtenir en fait, c'est un changement de posture chez eux. C'est-à-dire que ils acquièrent une posture tellement différente que, l'enfant harceleur se dit, «Je vais pas y aller cette fois-ci parce que c'est trop dangereux pour moi en fait», en termes de popularité, hein, en termes de Mmh. puissance. Donc voilà, je trouve que l'histoire d'Ernest, elle est vraiment très éloquente de cette idée que c'est pas avec des bons sentiments qu'on génère ce genre de changement. Je pense que c'est vraiment en analysant les interactions et en outillant celui qui souffre. Ça me fait sourire évidemment parce que j'imagine trop Ernest qui est accueilli donc dans ce jeu sans autre, forme de quoi que ce soit d'ailleurs et qui se dit: «Mais bah, non en fait, je me suis entraîné, pourquoi je peux pas le dire?» et je le sentais hyper préparé et ouais, beh, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer effectivement. Ah, c'est chouette. Eh ben, on arrive au cinquième déjà? Oui, alors le cinquième, en fait, c'est simplement se rappeler, en fait, le paradoxe de la prise en charge, quoi. C'est-à-dire, bien avoir toujours en tête que lorsque on prend en charge les relations de notre enfant, puisque c'est ça dont on parlait tout à l'heure, donc c'est-à-dire quand on se met un peu en mode garde du corps, ce qu'on a envie de faire, hein, clairement tous. Mais quand on se met en mode garde du corps entre lui et les autres, en intervenant à sa place, en faisant intervenir d'autres adultes à sa place, voilà, en le faisant éviter, enfin vraiment, quand on essaye de mettre un édredon entre lui et cette relation dysfonctionnelle, c'est une relation gravement dysfonctionnelle, eh bien, on lui envoie 2 messages implicites. Le premier message qu'on lui envoie, c'est: «Je t'aime, mon amour, et donc je serai toujours là pour te protéger». Donc c'est un message tout à fait positif, évidemment. Et le deuxième message, c'est: «Tu n'es pas capable, en fait, de gérer ce type d'interaction». Et là où c'est paradoxal et à mon avis, tout à fait aggravant, c'est que ça vient un peu plus creuser le peu d'estime qu'ils ont en eux sur ce sujet justement des compétences sociales, puisque la personne la plus importante pour eux au monde leur dit ça en substance, même si c'est implicite. Leur dit: «Tu n'es pas capable, la preuve je suis là, si tu étais capable je serais pas là, mais tu n'es pas capable». Et ce que je crois, c'est que les enfants, les écoliers, les collégiens, les lycéens, ce qu'ils viennent apprendre comme matière, voilà, dans les établissements, c'est pas uniquement l'histoire géo ou le latin, c'est aussi la relation. Et que nous, communauté adulte, notre devoir, c'est vraiment de les aider à savoir gérer ces comportements problématiques. Parce que et c'est pas parce qu'à la dernière sonnerie du lycée retentit que les comportements problématiques s'arrêtent. Tout le monde sait que dans l'entreprise, il y a des choses tout à fait dysfonctionnelles, dans le couple aussi, parfois même dans des groupes sociaux, amicaux, il y a des choses très dysfonctionnelles. Et je crois que, c'est vraiment important d'apprendre, à savoir gérer ça parce que parfois, en effet, il faut fuir, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Mais parfois, on peut aussi faire changer la relation, dysfonctionnelle en une relation, plus fonctionnelle, en tout cas beaucoup plus équilibrée. Et ce faisant d'ailleurs, je pense qu'on fait faire un apprentissage également à l'enfant harceleur que, en effet, une victime, ça peut résister. Et ça, c'est un apprentissage très important. Donc, c'est très systémique pour moi comme, apprentissage. On n'est pas que sur quelque chose d'individuel, on est sur quelque chose de très collectif, en fait, en termes d'apprentissage. Est-ce que dans votre cabinet, vous avez aussi des enfants harceleurs, qui viennent vous voir? En tout cas, enfin les parents qui viennent vous consulter parce qu'ils ont constaté que, leur enfant avait, cette tendance-là? Excellente question. Zéro. Intéressant. Mais c'est hyper intéressant. Je trouve ça passionnant parce que j'aimerais bien m'en avoir 1 ou 2 pour un peu discuter de tout ça. Mais oui. En fait, ce qui se passe, et je crois que ça aussi c'est un impensé parce que c'est, pas très agréable à entendre, mais je crois que les parents d'enfants harceleurs, alors à leur décharge, très clairement, la grande majorité ne sait absolument pas ce qui, évidemment, ils ne s'en vantent pas, on est bien d'accord. Mais quand ils sont un peu, alertés par les parents de l'enfant harcelé, par exemple, ou voilà, ou même par l'établissement, on sent quand même quelque chose de très, de très, comment dire? Négatif, au sens où ils disent: «Non, mais pas du tout», ou soit ils disent: «Bon, mais ça va, c'est énervé pour des choses, des gamineries», enfin. Et je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quelque chose un peu qui est de l'ordre de,
au moins le mien, il sera pas embêté. Parce que c'est quand même ça qui fait le plus souffrir, hein. Ça fait beaucoup plus souffrir, pardon, d'avoir un enfant harcelé que d'avoir un enfant harceleur. La preuve, hein, les parents ne viennent pas ou voilà. Et puis par ailleurs, les enfants harceleurs, clairement, si on leur demande de venir, ils disent non. Enfin, je veux dire, enfin, pour le dire autrement, Stéphanie, je pense que j'ai eu des enfants harceleurs en consultation, mais ils venaient pas pour ça. Ouais. Jamais j'ai eu un enfant qui m'a dit, voilà, je viens te voir parce que c'est horrible, parce que je harcèle les autres et je voudrais que tu m'aides parce que ça me fait beaucoup souffrir. Non, parce qu'encore une fois, au moment où il harcèle, l'enfant harceleur éprouve du plaisir. Ouais. Ce serait bien effectivement que certains parents, fassent cette démarche-là pour aider cet enfant qui, certes, éprouve sans doute du plaisir quand il harcèle, mais il est pas heureux foncièrement. Oh si, moi je crois que ça Ah c'est oui? une idée reçue, oui, tout à fait à combattre. Je pense qu'ils sont plutôt plus heureux que la moyenne. Oui, mais c'est-à-dire parce que c'est un plaisir immoral, bien entendu, donc ça nous dérange. Mais c'est un plaisir, qui a assez peu d'équivalent, hein. C'est celui de l'emprise, en fait, celui de la perception qu'ils ont de l'impact considérable qu'ils opèrent, sur la destinée de quelqu'un d'autre. Donc c'est un vrai plaisir, au sens intense du terme, et c'est plutôt des gamins qui sont assez bien dans leur peau, de ce que m'en disent, les enfants harcelés. C'est plutôt des gamins qui gèrent assez bien, leur environnement à 360. Alors on aimerait bien qu'ils souffrent en disant s'ils souffrent moins, ils feront moins ça. Mais en fait, je crois pas du tout que c'est à cette aune-là qu'il faut le prendre. Je pense que plutôt il faut se dire comment on fait en sorte, en aidant l'enfant harcelé à jeter des graviers dans le cercle vicieux du harcèlement, comment on fait en sorte que le harcèlement lui devienne désagréable et non plus un plaisir en fait. Nous, c'est toute notre approche en fait. OK. Vous en voyez, de plus en plus, dans votre cabinet des enfants qui sont harcelés? Mais c'est-à-dire que nous, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûre qu'il faille en faire une loi. C'est-à-dire que c'est lié aussi au fait qu'on est de plus en plus identifié, qu'on a de Bien plus en sûr. plus de thérapeutes, etc. Donc, c'est pas simplement parce que le phénomène s'amplifie. Je crois que le phénomène, il n'est pas absolument pas régulé, parce que je pense que l'éducation nationale a pris les choses d'une façon, à mon avis, très peu opérationnelle. Mais je crois pas que ça soit tout à coup un espèce de voilà de quelque chose d'horrible. Et en plus, enfin, on est très amnésique, mais je veux dire, quand on se remémore de façon un peu précise, nos jeunes années, on a tous en tête, soit quelqu'un qui était totalement isolé, soit quelqu'un qui était très harcelé et cetera. C'est pas non plus un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça indigne beaucoup, à juste titre, évidemment, la population adulte et que du coup, en conséquence, je trouve, et c'est ça qui, moi, m'inquiète, les enfants, eux, n'en parlent plus. Ils sont quand même, 60 à ne pas en parler à leurs parents au moment des faits. Alors même que le message de l'éducation nationale en permanence et depuis 10 ans, c'est parle à un adulte, parle-en, il faut que tu en parles, il faut libérer la parole, il faut que tu en parles, et comme ça, l'adulte s'en occupera à ta place. Et bizarrement, ça n'a aucun impact. Enfin, en tout cas, très peu. Parce que 60% quand même qui n'en parlent pas à leurs parents au moment des faits, ça veut dire qu'ils n'en parlent pas plus tard, 2, 3 années plus tard. Mais au moment des faits, ça veut bien dire quelque chose qui d'ailleurs est étayé par un autre chiffre que je trouve moi personnellement glaçant, c'est que plus de 60% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les situations de harcèlement. On est à 64%, donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on a vraiment échoué, quoi. On a échoué collectivement, mais on continue à faire un peu plus de la même chose, et ça, c'est toujours ça qui me fascine quand même. Trop bizarre. Bah non, on fait des bancs de l'amitié, c'est un premier pas, non? C'est vrai, c'est bien. Sérieusement, mais ils ont passé du temps à créer ça et à faire ça, ils auraient pas pu réfléchir intelligemment à la place? Je sais pas, j'ai pas compris, moi je comprends pas. Bon, ça fait froid dans le dos quand même ces chiffres. Mmh. Si des parents ont besoin de plus d'aide, surtout des enfants, qui ont besoin de vraiment, expliquer leur situation et avoir vos conseils ou ceux de votre équipe, bah, comment on fait pour vous trouver? Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que donc, sur notre site à 180°.com, on a un blog et un onglet qui s'appelle le Lab aussi, où on a mis plein de données en open source pour que justement les parents, les professionnels et même les enfants puissent s'en emparer. Donc déjà, ça c'est une première vraiment, c'est une première banque de données qui est hyper intéressante. Et puis ensuite sur ce site, si en effet on a besoin d'un rendez-vous, alors là il y a toute une équipe, auprès de laquelle on peut prendre rendez-vous, en ligne, et on est dans pas mal de villes et puis tout le monde consulte via Zoom, donc voilà, donc c'est assez facile pour prendre un rendez-vous. Ouais, ça, j'avoue que Zoom, ça doit être, bien pratique Mmh. aussi. Vous pouvez pas être partout. Non.
Pour finir avec une note de destination, et c'est la question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'il y aurait une destination que vous aimeriez découvrir, alors peut-être sur le plan gastronomique, et qu'on pourrait développer sur le podcast? Alors, je vous le dis tout de suite, mais je suis en plein fantasme, hein, je n'ai aucune culture sur ce lieu, mais c'est Séville. Ah, très joli Séville. Eh ben, écoutez, je vais partir en quête avec un angle très orienté gastronomie dans ce cas-là. Merci beaucoup Emmanuel pour ce moment d'échange que nous avons partagé. Vraiment, je pense que ça servira à beaucoup de parents. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcast, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage_blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.